Et c'est David Assouline qui est resté avec nous pour cette troisième partie d'émission. Rebonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur socialiste de Paris et vous êtes notre invité politique. On revient à vous dans un instant. Tout de suite, c'est les titres de l'actualité parlementaire et politique avec vous, Saveria. Bonjour à tous. Coup d'envoi de la réforme de l'école au Sénat. Les sénateurs qui ont profondément modifié le texte. Un texte qu'ils jugent inégal, précipité et peu abouti. Ils ont notamment supprimé l'une des mesures phares de la réforme, la possibilité de fusionner école et collège dans certains territoires. Des parlementaires demandent ce matin la mise en place d'une commission d'enquête sur les liens entre le Rassemblement national et Steve Bannon, l'ancien conseiller du président américain Donald Trump. Marine Le Pen dénonce une manœuvre politicienne et annonce vouloir porter plainte. Le coup d'envoi officiel de la campagne des élections européennes, c'est aujourd'hui. Au Sénat est examiné cette semaine un projet de loi sur l'entrée en fonction des représentants au Parlement européen élus en France. C'est le texte qui adapte le futur scrutin à la situation compliquée dans laquelle se trouve le Royaume-Uni du fait du Brexit. Coup d'envoi de l'examen de la réforme de l'école au Sénat. Les sénateurs qui ont profondément modifié le texte, un texte qu'ils jugent inégal et précipité. Ils ont notamment supprimé l'une des mesures phares de la réforme, la possibilité de fusionner école et collège dans certains territoires. Les détails avec Samia Dechir. Un texte mal préparé, mal rédigé, mal expliqué. Le Sénat ne mâche pas ses mots contre le projet de loi Blanquer sur l'école. La commission de la culture a tout simplement supprimé la mesure la plus contestée, la possibilité de fusionner école primaire et collège dans certains territoires. Dans les territoires, il y a des élus, il y a des maires, il y a des enseignants, il y a des directrices et des directeurs, et il y a des parents. Et tous nous ont dit cet article est mal écrit, il nous inquiète, on ne le comprend pas, tout simplement parce qu'il est arrivé par un amendement de l'Assemblée nationale, sans étude d'impact, sans concertation, sans dialogue social, aucun dialogue avec les organisations syndicales, aucun dialogue avec les organisations d'élus. Et après, on s'étonnerait qu'il y ait de l'incompréhension. Critique sur la méthode, les sénateurs déplorent aussi des manquements sur le fond. Pour la commission, le texte n'apporte pas, en l'état, les garanties que ces fusions écoles primaires et collèges ne pourront se faire qu'avec l'accord des acteurs concernés sur chaque territoire. Il faut que les maires aient une sorte de droit de veto. S'ils pensent que ce n'est pas nécessaire à leur territoire, il ne faut pas le faire. Il faut que les communautés éducatives soient consultées. Il faut que toute évolution de l'emprise de l'établissement soit aussi soumise au vote des collectivités. Et il faut bien que sur chaque site, il y ait un directeur avec toutes les fonctions du directeur. Avec ces garanties, les sénateurs seraient favorables à la possibilité de fusionner écoles primaires et collèges. Plusieurs amendements en ce sens sont en préparation. Supprimée en commission, la mesure pourrait donc bien revenir sous une nouvelle mouture lors de l'examen en séance cette semaine. David Assouline, ce texte porté par Jean-Michel Blanquer suscite déjà beaucoup d'opposition. Le Sénat l'a profondément modifié. Examen à partir de demain, 150 amendements adoptés en commission. Dans le rapport de la commission de la culture, on parle d'un texte inégal, précipité et peu abouti. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui. Sur ce constat, oui, bien entendu. D'abord, bon, l'école, c'est quand même quelque chose d'important et puis qui s'organise à travers des réformes sur plusieurs années. Les résultats sont jugés avec un peu de distance. Et il y a eu une loi déjà, la loi Peillon, de refondation de l'école, qui a, parce que M. Blanquer oublie souvent tout ce qui s'est fait avant, quand il était haut placé dans l'administration, il oublie que la question de dire on met l'école primaire au-devant de tout, parce que c'est là que commencent à se créer les inégalités, c'est le début de tout, a été pensé par Vincent Peillon, et nous avons adopté un certain nombre de mesures, non par exemple plus de professeurs que de classes, et ça c'était important. Alors, ne pas faire d'évaluation, et arriver en grand sauveur, on va encore... Alors que, justement, M. Blanquer séduisait parce qu'il disait moi, je ne veux pas une réforme qui porte mon nom, on va être pragmatique, ajuster au fur et à mesure, etc. Eh bien, voilà, il y a la loi Blanquer, et elle est très malvenue et très mal perçue dans les milieux enseignants beaucoup de maires et scolaires. Accusent le ministre de faire le jeu du privé avec cette réforme. Est-ce que c'est votre opinion également ? Oui, il y a des
on voit bien qu'il y a des dérives libérales possibles. Par exemple, il y a des choses qui peuvent être disons, plébiscitées. Se dire que tous les enfants dès 3 ans peuvent avoir accès à l'école primaire. Bon, d'accord. Sauf que aujourd'hui, c'est 97% des enfants qui sont dans ce cas. Donc, il s'agit de voir comment, pour 3%, on va avancer. Et M. Blanquer fait comme si c'est lui qui va installer cela pour faire passer le reste. L'abaissement de l'âge de 6 à 3 ans, il a été retouché, il a été retoqué par le Sénat, justement. Oui, mais parce qu'il faut absolument que les charges complémentaires qui vont être pour ces 3% pour les municipalités, à la charge des municipalités, puissent être compensées, parce que les municipalités sont étranglées aujourd'hui. Mais il y a aussi la bonne idée de se dire que dans des bassins ruraux, on va essayer de faire en sorte que les choses soient mieux régulées. Mais si on n'a pas de garantie sur le fait que ça ne... Alors là, vous évoquez la fusion entre les écoles et les collèges dans certains territoires. Cette fusion, cette mesure, elle a été rejetée par le Sénat en commission, justement. Oui, et à juste titre. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que c'est parti d'une vision comptable des choses. C'est comment réduire. Bon, et donc en fusionnant, comme très souvent, je connais ça avec l'audiovisuel, c'est souvent on parle de rationalité, de fusion pour être plus efficace, et derrière il y a juste un impératif budgétaire de faire que ça coûte moins cher. Et donc le problème, parce que c'est bien quand ça coûte moins cher, le problème c'est que il faut que le maillage rural des écoles primaires ne soit pas détricoté avec une telle mesure. Or, il n'y a aucune garantie. Il n'y a aucune garantie sur le statut du directeur ou de la directrice. Et il n'y a aucune garantie sur le fait que la collectivité locale, qui a un fort lien avec son école primaire, la mairie, par exemple, ait son mot à dire dans l'histoire. Donc, tout cela fait qu'il fallait absolument s'opposer à cette mesure. On va donc suivre l'examen en séance du texte cette semaine. Autre sujet d'actualité, le feu vert du Conseil constitutionnel au référendum d'initiative partagée sur la privatisation d'Aéroports de Paris. C'est une privatisation qui a déjà été votée dans la loi Pacte. La gauche, justement, parle d'une décision historique. Prochaine étape, recueillir l'approbation d'au moins 10% du corps électoral, soit 4 700 000 personnes. Les détails, les réactions ensuite de David Assouline, les détails tout d'abord avec Adrien Develay. Ce pourrait être la toute première utilisation du référendum d'initiative partagée, le RIP. Maintenant que le Conseil constitutionnel a rendu sa décision, la route est encore longue, mais la volonté d'empêcher la privatisation d'Aéroports de Paris pourrait permettre d'enfin utiliser ce dispositif. Une mise en garde envers l'exécutif pour certains, qui vient contrecarrer les objectifs du gouvernement. Nous voulons nous y opposer car c'est contraire à l'intérêt national et c'est une politique idéologique. Nous ne pensons pas que ce soit un bon choix. On est tout content, c'est quand même une gifle, c'est quand même un camouflet infligé au gouvernement. À droite, la majorité LR du Sénat est partagée. Le président de la Haute Assemblée, Gérard Larcher, est très réservé sur le RIP. C'est en tous les cas, par rapport à d'autres possibilités données aux minorités, je pense à la saisine du Conseil constitutionnel, naturellement une forme de troisième tour, au-delà de la démocratie représentative, et un risque d'affaiblissement de cette démocratie représentative. D'autres sénateurs LR, en revanche, se félicitent de la décision du Conseil constitutionnel. Évidemment, le parcours est encore un petit peu long. On a encore quelques mois devant nous pour pouvoir véritablement nous réjouir. Mais je crois que c'est un très bon message qui est envoyé à l'exécutif. Les conditions pour aboutir à un référendum d'initiative partagée sont drastiques, à tel point qu'Emmanuel Macron a proposé leur assouplissement qui pourrait intervenir lors de la prochaine réforme constitutionnelle. Il fallait d'abord que 185 parlementaires du Sénat ou de l'Assemblée nationale se réunissent, c'est chose faite. Maintenant que le Conseil constitutionnel a rendu sa décision, il faut que 4,5 millions d'électeurs soutiennent ce référendum. Enfin, il ne faut pas que le texte soit étudié par les deux chambres du Parlement dans un délai de 6 mois. Le groupe socialiste du Sénat parle d'une décision historique. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, dans le sens où ce référendum mis en place par la réforme constitutionnelle de 2008 de Nicolas Sarkozy avait la caractéristique de quasiment pas pouvoir être appliqué.
Parce qu'aller chercher 4,7 millions, etc., regrouper un nombre de parlementaires suffisant. 185 parlementaires. Voilà, donc c'était très compliqué et ce chemin était peu emprunté. Or, on voit qu'il peut l'être. Et donc, c'est historique parce que c'est la première fois. Et politiquement, ça veut aussi dire quelque chose bien sûr, contre la politique d'Emmanuel Macron? Oui, qu'on ne peut pas passer en force quand il y a à ce point l'unanimité de toutes les autres sensibilités politiques du pays. Parce que, réussir à unir les communistes, les socialistes et les républicains au Sénat sur une question qui touche à l'économie, parce que sur des questions républicaines, ça arrive, qui touche à l'économie, aux privatisations, etc., est quelque chose d'absolument unique. Certains ont compris qu'il s'agissait de souveraineté et qu'à un moment donné, il fallait arrêter de faire n'importe quoi en la matière uniquement par idéologie ultralibérale. La question dépasser les clivages partisans. Dans le reste de l'actualité ce matin, David Assouline, des parlementaires, notamment Rachid Temal au Sénat et Nathalie Goulet, demandent la mise en place d'une commission d'enquête sur les liens entre le Rassemblement national de Marine Le Pen et Steve Bannon, qui est l'ancien conseiller du président américain Donald Trump. Marine Le Pen, elle dénonce une manœuvre politicienne. Elle annonce vouloir porter plainte. Est-ce que vous soutenez cette demande de commission d'enquête? Est-ce qu'il y a des questions qui se posent sur une possible collusion? Écoutez, oui, c'est d'abord, cette collusion, elle est avérée sur le plan politique. Personne ne peut dire l'inverse. Et on peut Là, on parle de liens financiers, de réunions, de financement de campagne. Oui, et d'ailleurs, ça pourrait s'étendre à bien d'autres États et d'autres formations politiques peut-être. Est-ce qu'il y a des interrogations, mais est-ce qu'une commission d'enquête est nécessaire à votre sens? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais je ne pense pas que c'est la mesure qui changerait tout, mais ça aiderait en tous les cas à mettre à jour pour le plus grand nombre qui n'en a pas conscience à quel point il y a de telles collusions qui sont d'abord idéologiques, politiques, mais qui peuvent aller plus loin, et ça mérite d'être regardé de plus près. Pour finir, David Assouline, votre loi, le texte sur les droits voisins, a été définitivement approuvé par l'Assemblée nationale la semaine dernière. Cette loi oblige les plateformes à rémunérer éditeurs et agences de presse pour l'exploitation des articles. Les géants du numérique, ils vont donc mieux rémunérer les contenus désormais? C'est pas mieux, ils vont commencer à rémunérer. Ils ne le font pas du tout. Aujourd'hui, la presse est dans une situation très compliquée de manque de moyens financiers. Non seulement il y a une baisse des ventes, mais la ressource publicitaire qui constituait au moins la moitié de son financement s'est échappée sur le net et justement captée à 80% par ces géants du net. Donc, tout simplement, ils commercialisent des productions, des créations qu'ils ne financent pas. J'ai eu l'occasion de le dire dans un autre média, dans la vie quotidienne, ça s'appelle du recette ou du racket. Donc maintenant, il faut tout simplement qu'ils payent de façon équitable. C'est pas grand-chose pour eux par rapport aux profits géants qu'ils font, non seulement en France, en Europe et dans le monde. Et ce qui est bien, c'est de montrer à travers cela que l'Europe a pris une décision. Ça a été très dur, ça a été une bataille contre l'Europe peut s'entendre sur certains sujets. Mais c'est la bonne nouvelle, c'est que ça ne pouvait se régler qu'au niveau européen, cette histoire. Parce que les Espagnols ont essayé, les Allemands ont essayé, la force de dissuasion de Google, qui, je vais vous différencier, était telle que le fait que ce soit européen nous permet d'avancer, mais surtout de faire que partout ce soit le cas. Et peut-être que le rapport de force est en train de changer, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. David Assouline. Merci beaucoup. La loi audiovisuelle, vous savez le calendrier ou pas? Très vite. J'ai l'impression que le ministre tient à ce que le calendrier précédemment annoncé soit celui-là, c'est-à-dire un examen cet été en Conseil des ministres et après essayer que dans le premier semestre 2020 les choses soient adoptées. Je suis très dubitatif sur le fait que ce soit possible, étant donné ma connaissance du calendrier parlementaire, des impératifs et des priorités de l'actuel gouvernement. Donc je pense qu'il risque d'y avoir du retard. Sénateur socialiste de Paris, merci. On passe
passe tout de suite à l'agenda, ce qui se passe au Sénat. Aujourd'hui, à 17h30, il faudra suivre un colloque organisé par le sénateur socialiste Xavier Iacovelli sur la protection de l'enfance. Comment mettre l'enfant au cœur du système? Quelle articulation entre l'État et les départements? Le sénateur est à l'origine de la mise en place d'un groupe de travail sur la protection de l'enfance au Sénat. Ce groupe va mener des auditions et des visites avant de formuler des propositions concrètes pour la protection et l'accompagnement des enfants. Autre événement ce soir au Sénat à 19h30, le dîner des leaders pour la paix. L'ONG de l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, un prix Paix et Enfants sera remis à cette occasion. Demain à 14h30, on vient d'en parler, c'est le début de l'examen de la réforme de l'école, un texte important, un texte controversé qui cristallise les oppositions contre lui. En commission, les sénateurs ont profondément modifié le texte, ils ont adopté 140 amendements. Et puis, dernier temps fort, jeudi 10h30, examen du projet de loi sur l'entrée en fonction des représentants au Parlement européen et élus en France. C'est le texte qui adapte le futur scrutin, les futures élections européennes à la situation difficile dans laquelle se trouve le Royaume-Uni avec le Brexit. Merci beaucoup pour cet agenda. Tout de suite, on passe à l'œil 2 dans un instant. À tout de suite. Ouais. C'est le moment de l'éclairage de Samuel Le Goff, journaliste à Contexte. Merci d'être avec nous sur ce plateau ce matin. Samuel. Bonjour Samuel Le Goff, je viens de le dire, jeudi sera examiné au Sénat le projet de loi sur l'entrée en fonction des représentants au Parlement européen élus en France. C'est en fait le texte qui adapte le futur scrutin à la situation difficile, kafkaïenne dans laquelle se trouve le Royaume-Uni. De quoi s'agit-il précisément? Tout simplement, le Royaume-Uni devait partir au 31 mars dernier, donc il n'est pas parti, et il a fallu revoir toute la distribution des sièges au Parlement européen, puisque les Anglais devant partir, on a redistribué les sièges qui leur étaient attribués, et donc là maintenant il faut revenir sur cette distribution, leur rendre leurs sièges, et donc la France qui devait avoir 79 députés européens n'en aura finalement que 74, mais le Brexit étant toujours en cours, les Anglais peuvent partir en cours de mandat, et dans ce cas-là, on reviendra sur l'ancienne distribution, et donc les Français récupéreront 5 sièges. Donc en clair, la France, du fait du Brexit, a obtenu 5 sièges supplémentaires. Ces députés, ils n'entreront en fonction que le jour où le Brexit devient une réalité, c'est ça? Exactement, et en attendant, ils sont déclarés élus, on sait que c'est eux qui siégeront, mais la date est incertaine, puisque le Brexit a déjà été repoussé 2 fois. C'est pas dit qu'il soit repoussé encore, voire même, certains se demandent s'il y aura un Brexit un jour. Donc c'est vrai que ça crée une situation assez inconfortable pour ces élus et pour le Parlement européen. Tout ça est fictif tant que le Brexit n'est pas mis en œuvre. Voilà, et on n'a pas la date exacte du Brexit. C'est ça le souci. Et alors justement, vous l'évoquez, que se passera-t-il si le Brexit n'arrive pas, n'est pas mis en œuvre, si les Anglais finalement décident de revoter? Il y aura 5 Français qui auront été élus au Parlement européen, mais qui ne siégeront pas, c'est ça? Eh bien oui. Ils auront été déclarés élus, mais leur seule chance de siéger est quand même de monter en cas de démission d'une personne élue sur leur liste. C'est-à-dire qu'ils sont quand même suppléants, ils sont appelés à siéger si jamais quelqu'un de leur liste part avant la fin du mandat. Et donc, c'est le suivant de liste qui deviendra l'heureux élu en cas de Brexit. Samuel Le Goff, dernière question. Qu'est-ce que ça change au Parlement européen que les Anglais, pour l'instant, restent dans l'Union européenne? Ça change beaucoup de choses. Puisque quand on voit les sondages au Royaume-Uni actuellement, en tête, vous avez Nigel Farage, et qui grimpe encore, qui est actuellement à 34%. En deuxième position, vous avez le Labour. Et donc, vous allez avoir un gros bataillon de députés anglais eurosceptiques qui vont arriver d'un côté, de socialistes qui vont arriver de l'autre, et qui vont muscler 2 groupes qui, justement, étaient en pleine modification, en plein trouble. Et la distribution des postes au Parlement européen va se faire en fonction de ces équilibres-là. Et si jamais les Britanniques s'en vont, l'équilibre politique du Parlement européen se retrouvera bouleversé. Ils partiront en cours de mandat? Dès que le Brexit entre en vigueur, c'est-à-dire le jour dit, leur mandat cesse, et donc la nouvelle configuration se met en place, mais politiquement, ce ne sera pas le même Parlement européen. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup Samuel Le Goff pour ce Merci beaucoup Samuel Le Goff, journaliste à Contexte. Nous nous avons éclairé ce matin. On passe tout de suite aux revues des unes de la presse quotidienne régionale dans un instant.
Voilà, on démarre avec la dépêche du midi, le prix des carburants qui s'envole. Comment faire baisser la facture, Saveria? La flambée des cours du pétrole est à l'origine de la hausse des prix des carburants depuis plusieurs semaines. Une hausse de 17 centimes pour le diesel, 10 centimes pour le samplon 95. Les carburants n'ont jamais été aussi chers depuis des mois côté gouvernement. Si la hausse de la taxe carbone a été suspendue, les autres taxes sur le carburant demeurent et continuent de s'indexer mécaniquement. Interrogé au Sénat, François de Rugy, le ministre de la Transition écologique, a écarté tout retour d'une taxe flottante pour réduire l'augmentation des prix à la pompe. Et puis à lire également à la une de la dépêche du midi, la sécheresse en Garonne. Après un hiver sec, la Garonne a un débit très faible et les réserves souterraines sont limitées. Sans pluie, les restrictions seront donc inévitables. À la une de Paris-Normandie, c'est la réforme de l'école qui est examinée au Sénat, vous disiez. Un texte qui cristallise les oppositions contre lui, opposition syndicale, opposition enseignante, opposition politique. Emmanuel Macron tiendra-t-il sa promesse d'aucune fermeture d'école sans accord du maire? Enseignants et élèves réclament, eux, le retrait de la loi Blanquer, qui prévoit notamment la possibilité de créer des écoles du socle, en clair, de regrouper administrativement des écoles et des collèges. Face à la grogne, le ministre a dû apporter des garanties. Que se passe-t-il avec la disparition des cliniques en Bretagne? C'est à l'une du Télégramme de Brest. Il y avait 60 cliniques dans les années 90 en Bretagne. Il n'en reste plus que 30 aujourd'hui. En cause, les fusions d'établissements, un phénomène de concentration dû à des groupes de santé privés ou mutualistes, un phénomène qui touche à sa fin. Voilà, et à l'une de Ouest France, le plus grand quotidien français, c'est le casse-tête des européennes, surtout pour les mairies d'ailleurs. 34 listes et donc 34 panneaux, c'est le casse-tête auquel doivent faire face les maires. Tout doit être prêt ce matin pour l'ouverture officielle de la campagne. Les maires qui avaient donc jusqu'à hier soir pour préparer cet affichage électoral. Difficile de trouver 34 panneaux pour les communes. Pas question d'acquérir de nouveaux panneaux métalliques en ces temps de disette. Et l'État ne prévoit pas d'aide financière, précise l'Association des maires de France. Le gouvernement donne donc d'autres pistes dans une circulaire publiée début mai, notamment la possibilité de diviser les panneaux par deux dans le sens de la longueur. Merci Saveria et à demain. Au revoir. Nous allons passer à la météo des territoires. Le temps qu'il fait en France, vous allez voir, il fait très beau, un peu frais mais très beau. Et puis ensuite on regardera le Zap Matin de Christophe Courbarieux, ce qui s'est passé également dans les autres matinales d'infos chez nos confrères ce matin. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Très bonne journée. À demain. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Le président de la République essaye d'organiser une espèce de duel qui est en réalité un duo, dans lequel on a d'un côté l'extrême droite et de l'autre lui-même. C'est-à-dire qu'il nous explique, c'est soit lui, soit Macron, soit le chaos. En sortant de sa fonction de président de la République, la conséquence de cela, c'est qu'il doit assumer la responsabilité de son choix. La responsabilité, effectivement, ce serait normalement, comme l'a fait le général de Gaulle, puisqu'il transforme cette élection en référendum, de partir s'il le perd. Nous ne jouons pas en club, nous jouons avec les équipes nationales. Et aujourd'hui, il faut que l'équipe nationale française, que la France se rassemble pour peser lourd en Europe. Et comment se rassembler? Et comment faire en sorte qu'une liste apparaisse comme leader le soir du 26 mai? C'est en votant pour la Renaissance, en votant pour l'Europe, c'est-à-dire en votant pour la France. C'est pas le troisième tour de l'élection présidentielle. Cette fois-ci, les Français ont le choix. Il n'y a pas seulement 2 bulletins sur la table. Et je veux dire à tous ceux qui nous écoutent, vous pouvez voter en fonction de vos convictions, en fonction de ce que vous voulez pour la France et pour l'Europe. Si jamais il n'y a pas d'autre possibilité
d'être contre ce que dit Macron que d'être anti-européen, eurosceptique. Mais on finira par l'avoir. Ce que M. Raffarin prépare, ce que M. Macron construit, ce que Mme Loiseau elle-même construit, la fin du projet européen. À Noël, les jeux seront faits. Que les Français comprennent bien. Pourquoi les jeux seront faits ? Parce que le président de la Commission sera nommé, parce que le nouveau projet européen sera défini pour 5 ans. Et donc c'est là maintenant qu'il faut faire. Et qui va avoir de l'influence ? La France. Qui aujourd'hui a de l'influence ? Tous ces jeunes qui sont candidats, c'est très bien, mais le temps qu'ils aient l'expérience européenne, les échéances seront en grande partie passées. On nous parle de construire l'Europe et en même temps on est en train de diviser, de donner des bons points et des mauvais points sur la scène européenne, alors que demain, pour pouvoir construire, c'est l'unanimité. Donc sincèrement, c'est une stratégie dangereuse, grave, et à mon avis, il risque de la perdre, mais même s'il ne la perd pas. De toute façon, il a profondément fracturé et abîmé et la France et l'Europe. Ce qui me paraît décisif, c'est de réussir à casser en effet ce faux débat entre populistes et progressistes qu'on voudrait nous imposer. Il y a 80% des Français qui ne se reconnaissent pas dans ce clivage-là. Et c'est à ces 80% de Français que je voudrais parler de cette vision de l'Europe dont on a besoin. Vous dites que c'est un rabatteur de voix pour une énième trahison de la droite. Soit il est naïf, soit il est cynique, mais il devient de plus en plus menteur, François-Xavier Bellamy. Mais je dis la vérité. Moi, j'en ai assez. La démocratie ne peut fonctionner que si on est dans la franchise. On ne peut pas dire une chose et voter l'inverse. Voilà le Zap Matin de Christophe Combarieux, comme tous les jours. Voilà, demain c'est Benoît Hamon qui sera notre invité en direct dans Territoire d'Info. D'ici là, passez une excellente journée. Merci de votre fidélité. On se retrouve donc demain. Au revoir à tous.